Thomas Harris publie en 1988 le livre Le Silence des agneaux, reprenant son personnage de Hannibal Lecter, Hollywood sent très vite le bon filon, et notamment l'acteur Gene Hackman, qui en achète les droits pour le produire et pour y jouer. Un scénario s'écrit, mais très vite l'acteur-producteur se désintéresse du projet. Le précédent film sur Hannibal, qui s'appelle Manhunter, a été un fiasco au box-office. Et puis dans Le Silence des agneaux, mais l'histoire elle est sombre, elle est glauque, le film aura vraiment beaucoup de mal à se rentabiliser. Lui, il va s'en aller, mais un réalisateur va reprendre la main, le réalisateur Jonathan Demme, qui croit vraiment au projet et qui va faire naître le film Le Silence des agneaux. You won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lambs. Si on sait que Jodie Foster va incarner le personnage principal, reste à savoir qui sera la nouvelle incarnation de Hannibal Lecter. Le nom d'Anthony Hopkins se circule, mais est-ce qu'il est assez bankable? Peut-être pas, on peut encore peut-être viser encore un peu plus haut. Du coup, on essaie d'avoir des acteurs encore plus emblématiques. On va essayer Sean Connery, Daniel Day-Lewis, Al Pacino, même Robert De Niro, mais tous refusent. Bon alors écoutez, on va aller vers Hopkins alors, sa performance dans Elephant Man était pas mal, allez on part là-dessus. Le reste du casting va se compléter, et le 15 novembre 1989, le tournage peut commencer avec un budget de 20 millions en poche. You're all right, Catherine. Now where is he? How the fuck should I know? Just get me out of here! Catherine, you gotta be quiet. Now shut that dog up! Just get me out of here! Un tournage qui se déroule étonnamment dans une ambiance assez détendue, le sujet du film étant particulièrement crade. On cherche à réduire un peu la tension et à mettre les acteurs dans la meilleure disposition possible, avec notamment pas mal de consultants du FBI qui supervisent le set pour s'assurer notamment du réalisme. Bon, le réalisme... on s'explique toujours pas pourquoi on a confié une mission aussi violente et aussi dangereuse à Clarisse, qui à l'époque dans le film n'est qu'une stagiaire, mais bref. Sur le set, Anthony Hopkins, il impressionne et terrifie tout le monde, et lorsque le film va sortir le 14 février 1991 pour une super Saint-Valentin, tout le monde va saluer sa prestation. Amputate a man's leg and he can still feel it tickling. Tell me, Mom, when your little girl is on the slab, where will it tickle you? Près de 280 millions au box-office et des critiques toutes complètement fascinées par le film et particulièrement par la prestation du duo Jodie Foster-Anthony Hopkins, qui d'ailleurs obtiendront tous les deux l'Oscar cette année-là, perdu au milieu d'autres Oscars pour le film, notamment celui de meilleur film et de meilleur réalisateur. Le Silence des agneaux est culte, instantanément culte, et il s'inscrit vraiment comme l'un des thrillers psychologiques les plus connus du cinéma américain. Et ça c'est lié à son élégance, à la noirceur de son propos et aussi à quelques séquences qui nous ont tous marqués. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Et effectivement, s'il faut souligner la force du personnage de Anthony Hopkins, le charisme énorme d'Hannibal, sa capacité à planer sur l'ensemble du film tout en ayant finalement que quelques séquences, moi ce que j'aime aussi beaucoup dans le film c'est Jodie Foster, c'est la fragilité de Jodie Foster. Son assurance exacerbée mais nécessaire pour survivre dans un milieu qui est noir, sombre, très masculin, et cette intelligence dans la caractérisation, je trouve qu'on la retrouve aussi dans la réalisation, avec une classe et une élégance dans la mise en scène qui est vraiment réfléchie. My father had become the whole world to me, and when he left me, I had nothing. I was 10 years old. You're very frank, Clarice. I think it would be quite something to know you in private life. Le Silence des agneaux, il l'impressionne par la froideur de son récit, par l'exploration qu'il fait des traumas et par son approche très psychologique du tueur en série. Une approche qui est à la fois inspirée des nombreux chefs-d'œuvre et qui vient, elle aussi, de pas mal de grands films. C'est les mêmes, en encore mieux. Et on va commencer par un film sorti en 2001, qui est réalisé par Bill Paxton, c'est un grand acteur qui est un habitué des grands seconds rôles, qui passe pour la première fois devant la caméra pour un super thriller qui s'appelle Frailty. Le film se déroule au Texas sur plusieurs temporalités et au commencement, en 1979, c'est un père veuf qui vit avec ses deux enfants jusqu'à une nuit où un ange lui apparaît et lui demande, avec ses fils, de tuer les démons autour d'eux, des démons qui ont une forme humaine. Le père, il va sombrer dans la démence et il va tenter d'enrôler ses fils dans son projet morbide, un projet qui est complètement de tuer tout le monde. Et il y a une ellipse, 20 ans plus tard, le Texas vit sous la terreur d'un tueur en série qui se fait appeler la main de Dieu. Et pour le coincer, le FBI peut compter sur l'aide de Matthew McConaughey,
l'un des deux frères du début qui pense que son autre frère est à l'origine de tout ça, que son autre frère a suivi la voie du père et a décidé de donc buter tout le monde. Fealty, c'est un film qui est très très ambigu et vous allez voir les liens avec Le Silence des agneaux sont assez évidents. You didn't think anyone knew about that, did you? But God saw you. Dad, don't, please! And you can't escape God's wrath. Déjà dans cet aspect très très noir, très très poisseux en fait, de l'enquête policière sur un tueur en série. Une enquête qui n'est pas juste une traque contre un psychopathe, mais plutôt une exploration des peurs enfantines, une balade dans la psyché d'une Amérique en plein chaos, à la frontière de la folie. Et en ce sens, Fealty, il est froid, il est réaliste. Il crée immédiatement une atmosphère lugubre. Et vraiment, là où ça fonctionne, c'est qu'on se sent vulnérable en permanence. Comme lors des séquences avec Hannibal Lecter, on a l'impression que le film va explorer en permanence la fragilité de l'esprit humain. C'est assez fascinant, et en tout cas sur moi, ça a fonctionné parfaitement. Please, Dad, no, please. No, please, Dad. You'll stay down here until you see the truth. Please, Dad, no, please. Pray to God, Fenton. Dad, no. Pray for a vision. Please, no. Only He can help you now. Le film va prendre peu à peu l'apparence d'un trip dans l'esprit des serial killers. Il le fait avec une grande maîtrise. Parce que c'est beau, alors c'est très très noir, mais c'est magnifiquement photographié, c'est magnifiquement mis en scène aussi. Franchement, pour un premier film, c'est hyper impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à un film avec une telle maîtrise, quoi. Et il y a une maîtrise dans tout, mais même dans la direction d'acteur. La direction d'acteur est géniale. Les gosses jouent super bien. C'est hyper difficile de faire bien jouer des gosses. McGonaghy, il est fascinant. Ils sont bien servis par une écriture qui est fine, qui est très subtile, avec des dialogues qui fonctionnent vraiment bien. Il y a des rapports de force qui évoluent sans cesse. Franchement, toute cette maîtrise, elle est assez dingue. Et le film ruisselle du parti pris en permanence. Tout y est réfléchi, tout y est pensé, et chaque plan est fort, inquiétant. Franchement, moi, je m'attendais pas du tout à un film aussi puissant. Donc vraiment, je vous conseille de foncer sur ce film, c'est un visionnage qui est quand même assez marquant. I half expected angels or even God himself to come out of the night and stop me. But I had to do it. It had to end. Ok, petit retour en arrière avec le deuxième film, un film réalisé par Richard Fleischer, qui est quand même un patron, puisqu'il a quand même réalisé 20 milieux sous les mers ou Le Soleil Vert. Et en 1968, il s'attaque au serial killer dans un film particulièrement génial qui s'appelle L'étrangleur de Boston. Donc le film, il se passe à Boston, où une série de meurtres fait rage, tous inexplicables, tous sans aucun mobile et dans des circonstances particulièrement atroces. Bon alors ras-le-bol, c'est Henry Fonda qui va prendre en charge l'enquête et il va soupçonner très vite un petit ouvrier qui a pourtant l'air très inoffensif et en tout cas qui a l'air à 1000 lieues du serial killer classique. Et si vous aimez les expérimentations formelles et les scénarios pervers, les scénarios complètement labyrinthiques, croyez-moi, vous allez être servi. Were panties made? Sometimes. What color? Black. Solid. Knit. Then we'll have a drink made. What do you drink? J'ai rarement vu un film hollywoodien aussi audacieux dans le malaise, je m'explique. Tout est réfléchi et pensé pour installer une paranoïa progressive, hyper malsaine, et ce dès la première partie où en fait la narration, elle se consiste juste à enchaîner les meurtres. C'est vraiment le cas, le début du film, vraiment, on met en scène que des meurtres, quoi. Ça consiste juste à aligner les assassinats, les uns après les autres en fait. C'est vraiment là où on voit que l'idée de tueur en série prend tout son sens. Et on comprend d'emblée que ce qui intéresse Fleischer, c'est bien son meurtrier qui agit sans encombre et sans aucun obstacle. Ça nous met dans une situation d'impuissance avant de rejoindre Le Silence des agneaux sur une seconde partie qui est encore plus éprouvante. Parce que dans sa deuxième partie, le film va devenir un terrain d'exploration de la psyché et des tourments de l'humanité. De comment un cerveau peut devenir malade, de comment un serial killer peut réfléchir sur sa propre violence. À partir de là, comme d'habitude, on va jouer sur les temporalités. On va revivre le passé, partir sur une narration fragmentée, et que ce soit dans le portrait très psychologique du meurtrier ou dans la paranoïa qui est traitée comme un virus qui infecte l'esprit, on est quand même sur quelque chose qui est assez similaire au Silence des agneaux, alors que c'est sorti 40 ans avant.
énervant, quoi. L'Étrangleur de Boston, c'est un film qui ose, qui est formellement incroyable et qui ne recule devant rien pour te mettre dans la tête et dans l'esprit de son héros, en fait. Il est impitoyable, il est glacial, il est tourmenté. C'est vraiment un film à voir et c'est un film que je vous conseille vraiment de tout mon cœur. Don't go out by myself at night. Are you taking any precautions against Yes. the Boston Strangler? Yes, I am. It's a situation that makes one very uneasy, is it not? It certainly is. Well, we hope that they find them very soon. I hope so. What do you think of the police department? Do you think they're doing their utmost? Oh, yeah. Fine, thank you very much. Bon, le troisième film, c'est un passage obligé. Si je l'avais pas fait, si j'en avais pas parlé, vous auriez insulté toute ma famille sur 3 générations, je le sais. Évidemment, on va parler du Manhunter de Michael Mann. C'est la première apparition d'Hannibal Lecter au cinéma et on va suivre notre héros du FBI, William Graham, qui a été grièvement blessé par un dangereux psychopathe, un certain Hannibal Lecter, ce qui l'a traumatisé et conduit à se mettre à l'écart du FBI. Malheureusement, il doit reprendre du service puisqu'un tueur en série, Dragon Rouge, fait un carnage. Donc pour l'arrêter et mieux comprendre sa psyché, William doit rentrer en l'esprit d'un serial killer et pour ça il va consulter son grand ennemi Hannibal. Bon alors Hannibal en consultant psychotique, un héros un peu tourmenté, un tueur en série redoutable, vous comprenez bien qu'on est complètement dans l'esprit du Silence des agneaux. God's terrific. He dropped a church roof on 34 of his worshippers last Wednesday night in Texas as they were groveling through a hymn to His Majesty. Don't you think that felt good? Je sais que pour beaucoup, Hannibal Lecter, c'est Anthony Hopkins. C'est les mimiques de Hopkins, c'est sa froideur, c'est son charisme. Je vous rassure d'emblée, le Hannibal de Michael Mann, il est tout aussi traumatisant. Parce qu'il est joué par Brian Cox, qui est un super acteur, et qui ici est calme, mais tellement calme, il est froid, il paraît presque normal en fait. Ici, t'auras pas les grimaces de Anthony Hopkins, t'auras pas les petits trucs qu'il fait avec sa bouche que j'arriverai jamais à faire. Il y aura pas de surjeu, juste cette impression d'être face à un homme extrêmement dangereux, intelligent, manipulateur, pervers et qui parvient à transmettre un malaise très fort parce que lui, en fait, contrairement à Hopkins, il arriverait à se fondre dans la société sans aucun problème. C'est différent d'Hopkins, mais c'est au moins tout aussi terrifiant. You have the file with you? Yes. Pictures? Yes. Let me have them and I might consider it. No. Dream much, Will? Goodbye, Dr. Lecter. Pour le reste, le film, il profite du savoir-faire de Mann, de sa maîtrise dans la réalisation. Tout le film, il va baigner dans une sorte de névrose nihiliste, à la photographie superbe, mais vraiment superbe, mettant en image un scénario et une écriture géniale. Franchement, c'est captivant dès la première seconde. Et chaque personnage a une aura assez incroyable. Je dirais que ce film, c'est un film hypnotisant. C'est un film qui est très magnétique, en fait. La relation entre William, Hannibal, le Dragon Rouge, cette espèce de fusillade finale, cette capacité à poser son ambiance, vraiment, Manhunter, c'est un grand film et je vous le conseille. For me, you are a slug in the sun. You are privy to a great becoming and you recognize nothing. You are an ant in the afterbirth. It is your nature to do one thing correctly. Tremble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez la prochaine vidéo et le prochain film dont on va parler. Tenet en mieux ou alors Kick-Ass en mieux. Oh, fuck. Oh, dude, that is one gay-looking taser. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.